Elle a manqué notre 20e anniversaire pour une séance de stratégie avec son patron dans un hôtel. Je n'ai pas discuté. Quand ils ont réglé leurs notes le lendemain matin, ils ont vu qui les attendait dans le hall. Le visage de son patron est devenu cendré. Elle n'a même pas pris la peine de mentir correctement. C'est ce qui m'a frappé en premier. Pas l'absence, pas le texto, pas même le fait qu'elle ne se soit souvenue de notre anniversaire qu'une fois celui-ci terminé. Non, ce qui a fissuré le sol sous mes pieds, c'était la pure paresse du mensonge. Ne m'attends pas. Séance de stratégie de dernière minute au Sherwood en ville. C'est crucial. C'était le texto. 11 mots, même pas un point à la fin. Une séance de stratégie à 19h43 un vendredi dans un hôtel qui propose des lemon drop à 22 $ et des pantoufles gratuites. J'étais assis à table, le steak reposant sous un dôme de vapeur, des asperges que j'avais grillées exactement comme elle les aimait, huile d'olive, zeste de citron, poivre noir, jamais de sel avant de saisir, la bougie allumée. Les serviettes pliées comme je l'avais vu dans cette stupide vidéo YouTube la semaine dernière. La chaise en face de moi était vide. Bien sûr qu'elle l'était. Le téléphone a de nouveau vibré. Un rappel de notre calendrier partagé. C'est là que je l'ai remarqué. Sa propre entrée. Soirée de préparation avec Monsieur Sherwood. Suite 1803. Elle avait écrit ça il y a une semaine. Une semaine. Tant pis pour la dernière minute. Et la confirmation de la réservation. Même pas à son nom. Martin Croft, son patron. Vice-président senior de la stratégie chez Cowash Solutions. Mari. Père de 2 enfants. Un homme qui portait des gilets Patagonia par-dessus des chemises habillées et aimait utiliser des mots comme synergie et une bande passante lors de déjeuners décontractés. Je n'ai pas répondu au texto. À quoi bon? Elle ne s'attendait pas à une dispute. Elle espérait le silence. Et c'est exactement ce que je lui ai donné. J'ai attrapé l'ordinateur portable posé à côté de mon assiette intacte, j'ai ouvert le capot et j'ai sorti le dossier que je n'avais pas ouvert depuis 6 ans, celui intitulé « Imprévu ». Elle disait toujours en plaisantant que j'étais trop organisé, trop prudent. Tu te prépares pour des catastrophes qui n'ont même pas encore été inventées, avait-elle ri une fois. Ouais, c'est ce que je fais. À l'intérieur du dossier se trouvait un onglet intitulé « Liste des actionnaires ». Cowash Solutions était une société privée mais pas petite. Conseil de taille moyenne, beaucoup de contrats gouvernementaux, beaucoup de chevauchements avec des fournisseurs de technologie. Elle avait grandi rapidement au cours des 5 dernières années. Rachel y avait contribué. Du moins, c'est ce qu'elle prétendait lors de dîners où je faisais semblant d'écouter pendant qu'elle citait des noms de cadres comme s'ils étaient des amis et non les mêmes personnes qui lui demandaient encore de faire une course rapide chez Starbucks avant les réunions du conseil. La présidente du conseil d'administration était Karen Croft. Ce nom de famille n'était pas une coïncidence. La femme de Martin, diplômée de la faculté de droit de Harvard, avait pris la relève après la mort de son père. Elle contrôlait 37% de l'entreprise purement et simplement. Personne ne bougeait sans sa signature. La rumeur disait qu'elle s'était retirée des opérations quotidiennes pour se concentrer sur la partie fondation de l'entreprise. Mais je me souvenais avoir vu son nom attaché à un rapport du comité de conformité le trimestre dernier. Toujours impliquée, toujours active. Rachel l'avait un jour décrite comme froide, calculatrice et terriblement polie. Elle l'avait dit avec un ricanement comme si c'était une blague. Je m'en souviens parce que j'avais dit, on dirait quelqu'un pour qui j'aimerais travailler. Et Rachel n'avait pas ri. Elle avait simplement siroté son vin et avait l'air agacée. J'ai ouvert LinkedIn. Le profil de Karen Croft était facile à trouver. Elle ne publiait pas beaucoup. Pas de citations inspirantes, pas de jargon d'entreprise, pas de photos de plage avec des hashtags sur l'équilibre, juste des références, des relations et 2 articles récents qu'elle avait repartagés de sec.gov sur l'éthique des dirigeants et la surveillance du conseil d'administration. L'un était intitulé « Quand l'entreprise est la victime ». Cela m'a fait sourire. Pas un grand sourire, juste une petite contraction sombre au coin de ma bouche. J'ai cliqué sur ses relations, trouvé son adresse email professionnelle dans les documents publics, les recouper avec un annuaire du conseil d'administration en PDF que quelqu'un avait téléchargé sur un forum de l'industrie il y a des mois. Elle était toujours active. Ensuite, j'ai pris une capture d'écran de l'entrée du calendrier,
puis une autre de la confirmation de la suite du Sherwood et une de plus d'un message que Rachel m'avait transféré quelques jours auparavant se plaignant du temps qu'elle devait passer à préparer des présentations pour l'Ego 2. Martin. Je les ai regroupées, les ai jointes à un email vierge. Objet, vous méritez de savoir. Je n'ai rien écrit d'autre. Pas de commentaires, pas de pique passive-agressive, pas d'accusation, juste des preuves. J'ai appuyé sur envoyer. Puis j'ai fermé l'ordinateur portable et j'ai regardé le steak. Toujours chaud, saignant, exactement comme Rachel l'aimait. Je n'y ai pas touché. Je me suis levé, j'ai pris les assiettes, je les ai vidées dans la poubelle et j'ai fait couler le robinet jusqu'à ce que l'eau fume. La bougie vacillait encore lorsque je me suis rassis dans la pièce sombre. Le seul son était le cliquetis doux du ventilateur de plafond qui projetait des ombres sur le mur. J'ai regardé sa chaise pendant un long moment. Puis j'ai soufflé la bougie. Ce qui est étrange, c'est à quel point c'était facile, comme si l'univers m'avait tranquillement préparé à ce moment, alignant des petits cailloux que je n'avais même pas remarqués, poussant ma souris au bon endroit, s'assurant que la trace écrite était numérique, précise, accablante. Je n'ai pas eu à deviner son adresse email. Karen Croft avait donné une conférence l'année dernière à une conférence sur la conformité. Les diapositives flottaient encore en ligne, le pied de page intact. Ses coordonnées étaient là, nichées entre l'avertissement légal et une citation des directives fédérales de détermination de la peine. Elle n'utilisait pas de boîte de réception d'assistants. Elle ne se cachait pas derrière une adresse générique. Non, c'était simplement croft@cowardgerb.com. Direct, sans complication. Comme tout ce qui la concernait, j'imaginais. J'ai fixé l'écran un moment plus longtemps que nécessaire. Pas par doute, par respect. Ce n'était pas un message que j'envoyais pour la blesser. C'était un message qu'elle avait mérité, même si elle ne le savait pas encore. Elle marchait à l'aveugle vers un mur construit par son propre mari et ma femme. J'allumais juste la lumière. Objet, vous méritez de savoir. Je n'ai pas écrit de salutation. Pas de bonjour Karen. Pas de j'espère que ce message vous trouve bien. Juste des pièces jointes. 3 PDF, chacun avec un titre si direct qu'il n'avait pas besoin d'explication. Rachel suite 1803 minutes. PDF, capture d'écran de la réservation du Sherwood depuis le calendrier partagé, avec sa photo de profil dans le coin supérieur. Souriante comme une idiote. Confirmation de soulignement Martin, un PDF, une copie de la réservation d'hôtel elle-même, transférée à notre adresse Gmail commune il y a des semaines par accident. Le genre d'erreur que Rachel faisait quand elle oubliait dans quelle boîte de réception elle était connectée. TR, Rachel travaille tard avec Martin. PDF. Un fil de discussion entre Rachel et moi. Elle se plaignait de devoir encore passer une nuit blanche à cause des pensées magiques de Martin et se plaignait qu'il voulait que tout soit impeccable et peaufiné avant de montrer la présentation à Karen. Elle a même utilisé des guillemets. Pas de commentaires dramatiques, pas de pleurnicherie, pas de manifeste de la terre brûlée, juste les reçus, au sens littéral, et une phrase de conclusion. Si vous le saviez déjà, ne tenez pas compte de ce message. Sinon, j'ai pensé qu'il n'était pas juste que je sois le seul à nettoyer le désordre de quelqu'un d'autre. Clique sur envoyer. J'ai fermé l'onglet, me suis adossé à ma chaise et j'ai laissé le silence s'étendre autour de moi comme une couverture lestée. Le steak était toujours sur le comptoir, encore vaguement rose au centre. Je l'ai mâché mécaniquement, sans trop goûter. Non pas parce que j'étais insensible, mais parce que j'étais concentré. Il y a un calme étrange qui vient quand les cris se produisent entièrement dans le futur de quelqu'un d'autre. Je n'allais pas élever la voix. Pas maintenant. Pas alors que chaque mouvement était enfin hors de mes mains. Cet email était une allumette. Je l'ai juste jeté sur un champ sec, laissant le vent faire le reste. J'ai rincé mon assiette, essuyé les comptoirs. Je ne m'attendais pas à ce que quelque chose se passe tout de suite. Les femmes comme Karen ne claquent pas les portières de voiture et n'entrent pas en hurlant dans les pièces. Elles aiguisent le couteau avant même d'entrer dans la cuisine. Non, j'imagine qu'elle lirait l'email une fois. Puis une autre fois. Puis elle ne dirait rien. Même pas à elle-même. Elle prendrait son téléphone et appellerait quelqu'un du conseil d'administration. Probablement tard, probablement calme, Justin, j'ai besoin d'une copie des notes de frais de voyage de Martin. Sortez celle du dernier trimestre. Et Rachel,
je l'imaginais sirotant du vin dans un peignoir d'hôtel hors de prix, se croyant plus intelligente qu'elle ne l'était, interprétant mal l'attention temporaire de Martin comme une stratégie de promotion. Elle n'avait aucune idée de ce qui la guettait déjà. Je suis monté à l'étage, j'ai fait un petit sac de sport, juste l'essentiel, ordinateur portable, brosse à dents, 2 chemises, le pull bleu marine qu'elle avait toujours détesté parce qu'il me donnait trop l'air d'un professeur. C'est celui que j'ai choisi de porter. Il y a quelque chose de libérateur à réaliser que vous ne faites plus partie de l'histoire de quelqu'un. Qu'ils vous ont coupé au montage avant l'acte final et pensaient que vous ne le remarqueriez pas, mais je l'ai remarqué. Et j'avais le script, en entier. J'ai attrapé une dernière chose avant de partir, une petite boîte en bois de mon tiroir du bas. Rachel me l'avait donnée il y a des années quand j'avais eu une promotion. Elle avait dit que ça lui rappelait comment je gardais toujours tout en ordre. À l'intérieur, il y avait 6 stylos, tous inutilisés, et une carte imprimée pour quand tu signeras le prochain gros contrat. J'ai pris un des stylos, juste au cas où, j'ai verrouillé la porte derrière moi, j'ai conduit jusqu'à un hôtel de l'autre côté de la ville, pas le Sherwood. J'ai choisi un endroit sans bar, sans voiturier, sans musique de jazz dans le hall, juste un lit, des murs et du temps. Je me suis enregistré sous mon 2e prénom. Rachel ne le remarquerait pas. Elle n'avait jamais pris la peine de l'apprendre de toute façon. La mèche était allumée. Je n'avais rien d'autre à faire qu'attendre et laisser l'autre femme, la bonne femme, prendre le relais. Il se croyait vraiment intouchable. Rachel, ma femme, la femme qui autrefois devenait anxieuse si je haussais ne serait-ce qu'un sourcil quand elle dépassait le budget des courses, se prélassait maintenant dans un peignoir blanc du Sherwood comme si elle auditionnait pour une émission de télé-réalité. Ses cheveux étaient encore bouclés aux pointes de son brushing de la mi-journée, son rouge à lèvres juste un peu trop frais pour avoir été mis pour le dîner seul. Elle avait l'air suffisante sur les photos que Martin a prises, son verre de vin incliné juste assez pour capter l'éclairage suspendu du bar. Je l'ai vu plus tard, bien sûr. Une douzaine de selfies, tous sauvegardés sur son compte cloud, qui, Dieu bénisse son idiotie, était toujours lié à la tablette qu'elle avait laissée sur notre profil Amazon partagé. Sur une photo, Martin avait son bras autour de son épaule, les doigts dangereusement proches de la bretelle de sa robe. Sur une autre, elle avait ses pieds nus posés sur la table entre eux, riant de quelque chose sur son téléphone. Et dans un dernier bijou, mon préféré, elle trinquait son verre contre le sien avec une légende qu'elle avait tapée elle-même, à la santé des visionnaires. Visionnaire. Il n'était pas discret. Il n'en avait pas besoin, pensait-il. Il était tard, et le bar du Sherwood était presque vide, à l'exception de quelques voyageurs solitaires faisant défiler leur téléphone. Martin a tendu sa carte au serveur comme un homme qui rend service au monde entier. A laissé un pourboire de 20% sans établir de contact visuel. Rachel a utilisé son nom de famille à l'enregistrement plus tôt, pensant probablement être maligne. Peut-être croyait-elle que le réceptionniste était trop ennuyé ou trop fatigué pour se soucier que la chambre soit réservée au nom de Monsieur Croft et qu'elle se soit présentée comme Madame Croft avec une petite pause gênante avant le nom, mais quelqu'un s'en souciait. 2 tables plus loin, Karen Croft était assise avec une vodka soda et un ordinateur portable qui n'avait pas quitté ses côtés de toute la soirée. Elle n'était pas maquillée, pas de bijoux, les cheveux tirés en arrière. Elle avait l'air d'être à sa place précisément parce qu'elle n'avait pas l'air d'essayer. Sa fille était assise à côté d'elle, des écouteurs dans les oreilles, regardant un film d'animation sur un iPad avec à peine un regard vers les adultes autour d'elle. Le fils aîné venait de rentrer de l'enregistrement. Il a utilisé le même nom de famille, une carte différente, une chambre différente, tout était coordonné. Ils n'étaient pas venus pour le drame. Ils étaient venus pour l'épreuve. Karen n'a jamais jeté un regard dans leur direction. Pas une seule fois. Elle regardait simplement l'écran en face d'elle. J'imagine que c'était le flux de la sécurité de l'hôtel. Si vous siégez à suffisamment de conseils d'administration, vous savez comment demander ce genre de choses. Ou peut-être lisait-elle des emails du service juridique ou sortait-elle des notes de frais qui montraient combien de séances de stratégie Martin avait facturé à la carte de l'entreprise au cours des 2 dernières années. Elle était calme, froide, efficace. À 22h13, Rachel et Martin se sont dirigés vers les ascenseurs. Sa main a effleuré le bas de son dos pendant qu'ils attendaient. Le genre de contact qui ne fait aucun bruit mais qui dit tout. À 22h14, les doigts de Karen ont bougé pour la première fois en 10 minutes. Elle a fermé un onglet, en a ouvert un autre, a tapé quelque chose dans un serveur sécurisé, a appuyé sur envoyer.
Le hall s'est vidé lentement après cela. Quelques clients fatigués sont sortis pour fumer ou prendre des VTC. Le personnel du bar a essuyé les tables. Rachel et Martin étaient maintenant 30 étages plus haut, enfermés dans leur suite, sirotant le vin hors de prix qu'ils avaient apporté avec eux. Peut-être qu'ils regardaient la télévision. Peut-être qu'ils se félicitaient d'avoir réussi leur coup. Peut-être que Martin parlait de ce nouveau projet international, de la façon dont il les propulserait si le Conseil le soutenait. Il ne savait pas que le Conseil regardait déjà. Il ne savait pas que la présidente était arrivée il y a 4 heures avec un téléphone prépayé et un dossier de documents juridiques dans son sac à main. Il ne savait pas que leurs propres enfants étaient 4 étages plus bas, dormant dans une chambre que Karen avait réservée sous son nom de jeune fille, au cas où. À 23h42, Karen a fermé son ordinateur portable. Elle n'a pas parlé immédiatement. Elle a pris une dernière gorgée de sa boisson, a posé le verre avec un léger cliquetis. Puis elle s'est tournée vers sa fille, 15, peut-être 16 ans, et a dit calmement, « Il aura fini de mentir d'ici le matin. » La jeune fille n'a pas demandé qui. Elle n'en avait pas besoin. Ils savaient tous. Karen s'est levée, a ajusté la sangle de son sac et s'est dirigée vers les ascenseurs. Elle n'a pas levé les yeux vers le lustre. Elle n'a pas jeté un regard vers le bar. Elle a simplement disparu dans la cage d'ascenseur comme de la fumée s'évanouissant dans une bouche d'aération. Silencieuse, totale et indubitablement finale. Certaines personnes défoncent les portes, d'autres réécrivent les serrures. Et cette nuit-là, sans élever la voix, Karen Croft s'est assurée que lorsque le soleil se lèverait, son mari et ma femme se réveilleraient dans une chambre qui ne leur appartiendrait plus à aucun des deux. À 8h03, les portes de l'ascenseur se sont ouvertes en glissant comme elles le font toujours, silencieusement, prévisiblement, sans cérémonie. Rachel est sortie la première, encore en plein rire, sa voix traînant derrière elle comme un parfum. Elle avait son trench coat plié sur un bras, un café dans l'autre, ses talons claquant avec assurance sur le marbre, comme si le hall de l'hôtel n'était qu'un autre podium conçu pour mettre en valeur son nouveau sentiment de supériorité. Ses cheveux étaient fraîchement lavés, humides aux pointes, et elle portait ce rouge à lèvres trop vif qu'elle n'utilisait que lorsqu'elle voulait se sentir plus jeune que ses regrets. Martin suivait. Ses yeux étaient injectés de sang à cause de trop de vin et de trop peu de sommeil. L'homme ressemblait au rêve éveillé d'un avocat spécialisé en divorce. Chemise froissée, ceinture lâche, une aura de confiance excessive qui tenait à peine. Il ne portait rien, pas même sa dignité. Ils étaient à mi-chemin du comptoir de la réception quand il l'a vue. Karen. Elle se tenait de l'autre côté du hall, à côté d'une colonne de marbre, comme un portrait prenant vie. Ne faisant pas les 100 pas, ne fulminant pas, juste debout, attendant, et flanquée de chaque côté de 2 adolescents, leurs enfants. La fille serrait un gobelet en papier et regardait le sol. Le fils fixait directement son père. Aucune expression, juste de la glace. Rachel s'est arrêtée. Son sourire a vacillé. Elle s'est tournée vers Martin et a chuchoté quelque chose. Probablement, c'est elle? Mais il n'a pas répondu parce que le visage de Martin était devenu gris. Pas blanc, pas rouge, gris. Sa bouche s'est ouverte. Karen. Elle a levé une main. Juste assez pour le faire taire. Les clés. C'est tout ce qu'elle a dit. Pas de cris, pas de gifles, pas d'ultimatum en larmes. Juste un mot, prononcé avec la précision d'un scalpel. Martin a fouillé dans sa poche. Le bruit de ses clés s'entrechoquant était la chose la plus forte dans le hall. Rachel a reculé d'un pas, maintenant visiblement paniquée. Karen, ce n'est pas ce que tu crois. Karen n'a même pas jeté un regard dans sa direction. Ses yeux n'ont jamais quitté son mari. Je ne te parlais pas. Rachel s'est tue. Martin a tendu les clés, mais Karen ne les a pas prises. Un homme en costume noir, discret mais clairement de la sécurité, s'est avancé depuis la baie des ascenseurs et les a prises à sa place. Karen s'est tournée vers son fils. Chambre 1830 minutes, a-t-elle dit. Va tout emballer. Ne laisse rien derrière. Il a hoché la tête et est passé devant Martin sans un regard. Leur fille a suivi, le regard toujours baissé. Rachel avait l'air de venir d'être poussée dans la circulation. Karen, s'il te plaît. Karen a finalement tourné la tête. Son regard s'est posé sur Rachel comme un grand livre qui se referme. Les RH te contacteront avant midi, a-t-elle dit d'un ton sec.
Je te suggère de libérer ton emploi du temps. Martin a réessayé, la voix brisée. Pouvons-nous au moins parler? Karen a incliné la tête. Tu as beaucoup parlé, Martin. Simplement pas à moi. Il n'avait rien. Pas de défense. Pas même une excuse pathétique. Juste des épaules affaissées et la prise de conscience soudaine qu'il n'était plus celui qui détenait la clé de la chambre, ni le titre, ni le bénéfice du doute. Karen a de nouveau regardé Rachel. Je suppose que vous êtes venus séparément. Rachel a bafouillé. J'ai pris un VTC. Bien. Je ne voudrais pas que tu sois près de mes enfants. Rachel est devenue cramoisie. Sa bouche s'est de nouveau ouverte, mais Karen se tournait déjà, s'éloignant. Pas de scène, pas de scandale, juste du silence, de la précision et une hiérarchie brutale. Derrière eux, le réceptionniste s'était figé en pleine frappe. Un bagagiste se tenait immobile avec un chariot à bagages, les yeux écarquillés. Et Martin, pauvre, brillant, myope Martin, se tenait seul au milieu du hall, clé partie, emploi parti, et le sentiment très réel que le monde était sur le point de devenir très, très petit. Rachel a attrapé son bras. Il s'est dégagé. C'était la touche finale. Pas un cri, pas une gifle, juste le rejet de sa part, comme si elle était maintenant le passif. Ils n'ont pas parlé. Ils sont juste restés là, dans l'écho de ce qui était autrefois le pouvoir. Karen ne s'est pas retournée. Elle n'en avait pas besoin. Elle avait déjà gagné. Silencieusement, chirurgicalement, publiquement, et chaque personne dans ce hall le savait. Le premier indice que le monde avait basculé sous ses pieds pour Martin est venu sous la forme d'un petit message d'erreur polie. À 9h17, il se tenait au comptoir de sa cuisine, portant toujours la chemise de la veille, essayant de se connecter au serveur de l'entreprise. Il avait un appel de préparation médiatique prévu avec 2 consultants juniors et un calendrier rempli de points d'action qui l'obligeait à prétendre qu'il ne venait pas de commettre un suicide professionnel dans une suite d'hôtels du centre-ville. Mais la page de connexion a clignoté 2 fois et a affiché un message qu'il n'avait jamais vu auparavant. Accès restreint. Identifiants invalides. Contactez le support technique. Il a réessayé, puis sur son téléphone, puis avec son VPN. Même message. Son cœur ne s'est pas emballé. Pas encore. Il s'est dit que c'était un bug. Peut-être une mise à jour du serveur. Il a même essayé de rire en envoyant un texto au responsable informatique. Salut, je crois que je suis encore bloqué dehors. Peux-tu vérifier? Pas de réponse. À 9h29, il a appelé le bureau. Messagerie vocale. À 9h34, il a essayé d'appeler Karen. Directement sur la messagerie vocale. À 9h41, il a consulté LinkedIn, par habitude, vraiment, et n'a rien vu d'anormal, sauf une petite ondulation étrange. La page officielle de Kowage avait publié une citation de la présidente. Les entreprises solides sont bâties sur la confiance. Tout le reste n'est que du bruit. Pas de contexte, pas de hashtag, pas de lien, juste ça. Martin a fixé cela un long moment. Puis ses mains ont commencé à transpirer. À 10h02, dans un espace de coworking de l'autre côté de la ville, Rachel s'apprêtait à participer à un appel client lorsque son téléphone a vibré avec un message de son chef d'équipe. Reportez toutes les réunions. Les RH vous contacteront. C'était tout. Pas de smiley, pas de contexte. Elle a fixé le message, le relisant 2 fois, 3 fois, comme si de nouveaux mots pouvaient apparaître par magie. 10 minutes plus tard, les entrées du calendrier Google ont commencé à disparaître sous ses yeux. Bloc après bloc est devenu gris, puis vide. Elle a essayé d'appeler son manager. Pas de réponse. Elle a ouvert ses emails. Rien de nouveau. Puis à 11h30, l'objet du message est apparu. Violation de la clause d'éthique. Avis préliminaire. L'expéditeur, Lisa Chung, directrice des RH. En copie, son manager, Karen Croft, et le conseiller juridique général de l'entreprise. Rachel ne l'a même pas ouvert tout de suite. Elle est restée assise là, fixant le texte en gras comme s'il pouvait s'évaporer si elle clignait des yeux assez fort. Quand elle a finalement cliqué, c'était en quelque sorte pire que ce qu'elle avait imaginé. Pas de chaleur, pas d'ambiguïté.
Nous menons une enquête préliminaire sur l'utilisation des ressources de l'entreprise pour des activités non professionnelles, y compris, mais sans illimité, des relations non divulguées avec des superviseurs. Une mauvaise utilisation des dépenses de voyage et des conflits d'intérêts potentiels. Veuillez noter qu'il vous est interdit de supprimer, transférer ou altérer de quelque manière que ce soit tout enregistrement numérique, message ou document lié à cette affaire. Vous êtes en congé administratif avec effet immédiat. Ses mains tremblaient sur la souris. De l'autre côté de la ville, Martin en était à sa 5e tentative pour joindre quelqu'un, n'importe qui, au bureau quand on a sonné à sa porte. C'était un coursier, une enveloppe scellée. À l'intérieur, un avis formel du conseil d'administration citant des circonstances extraordinaires et invoquant la clause 12.4 du contrat de direction. Traduction, session d'urgence demandée. Pas d'ordre du jour joint, juste une ligne de signature. Karen. Il l'a lu 2 fois, la chaleur se retirant de son visage. Ce n'était pas de la gestion de crise. C'était un nettoyage des RH. C'était une éradication. De retour à son espace de travail partagé, Rachel s'était déplacée dans la cage d'escalier, essayant de calmer sa respiration. Elle a appelé Martin. Messagerie vocale. Elle a texté, « As-tu eu des nouvelles du service juridique ?» Pas de réponse. 10 minutes plus tard, ils ont gelé ma carte. Est-ce qu'ils t'ont fait ça? Toujours rien. Puis finalement à 11h52, elle a reçu une réponse. Ne me texte pas. 3 mots. Froid. Finot. Pas de signature. Elle est restée là, le téléphone pressé contre sa paume comme s'il pouvait la mordre. Les murs se refermaient. Pas métaphoriquement, littéralement. L'entreprise avait gelé son accès. Elle avait désactivé ses identifiants. La carte qu'elle utilisait pour les déjeuners clients et les dépenses remboursables a été refusée lorsqu'elle a essayé de précommander un Uber pour rentrer chez elle. Et à ce moment précis, à 12h pile, chaque membre du conseil d'administration de Kowage a reçu un dossier numérique. À l'intérieur, des captures d'écran, des entrées de calendrier, des notes de frais, des réservations de chambres, une chronologie détaillée des événements. L'objet du message indiquait « Demande de la présidente, examen d'urgence du conseil, action immédiate recommandée ». Karen ne l'a pas envoyé depuis son adresse habituelle. Il provenait de sa boîte aux lettres de conformité. Pas de fioritures, pas de commentaires, juste du feu. La mèche n'était plus allumée. Elle brûlait, et rien ne pouvait l'arrêter maintenant. Le mémo est tombé à 22h07. Pas un murmure, pas une rumeur de couloir, pas un email cryptique enfoui dans des euphémismes. Il était en gras, portait la marque de l'entreprise et était épinglé sur chaque canal Slack d'équipe et dans chaque boîte de réception de l'entreprise. Objet, examen de la direction exécutive et annonce de la période de transition. Le message était court, sans fioriture, juste des points. Chacun une détonation silencieuse. Avec effet immédiat, la présidente Karen Croft assumera les responsabilités de PDG par intérim pendant la période de transition. Un audit complet des politiques de voyage, de dépenses et de personnel est en cours. Tout accès discrétionnaire aux cartes de crédit d'entreprise est temporairement suspendu en attente d'examen. Il est demandé au manager de s'abstenir de tout commentaire. Les questions peuvent être adressées aux services juridiques ou aux ressources humaines. Aucun nom n'était mentionné, mais tout le monde savait que l'omission était le signal, et il a résonné dans le bâtiment comme une alarme incendie déclenchée. Dans la cafétéria du 15e étage, Rachel fixait son téléphone comme s'il l'avait trahi. Son badge n'ouvrait plus la porte du salon des cadres. Le calendrier de l'équipe n'affichait plus son nom pour la conférence de Zurich. Son assistante, enfin, son ancienne assistante, avait discrètement retiré sa plaque nominative et l'avait remplacée par un support plastifié, à déterminer. Elle est restée là un moment, la mâchoire serrée comme si elle pouvait entrer en trompe dans le bureau de quelqu'un et exiger une explication, mais il n'y avait plus de bureau qui voulait d'elle. En bas, Martin venait de finir de tenter de limiter les dégâts avec l'un de leurs contacts fournisseurs. Il n'avait plus d'habilitation, mais il s'accrochait encore à l'illusion que s'il agissait assez normalement, assez longtemps, la tempête pourrait passer. Il a essayé de rentrer dans le bâtiment depuis le parking, passant son badge comme un réflexe. Lumière rouge. Il a réessayé. Même résultat. La réceptionniste du hall, une nouvelle, peut-être 25 ans, nerveuse comme tout,
s'est levé et a dit, « M. Croft, je crois qu'on vous a demandé d'attendre en bas aujourd'hui. » Il a esquissé un sourire fatigué, a essayé de rire. « Je travaille ici depuis 8 ans. » Elle n'a pas répondu. Elle a juste hoché la tête maladroitement vers le canapé près du mur de verre. Puis ils sont arrivés. 2 hommes, pas de la sécurité au sens de gardien de centre commercial. De la vraie sécurité d'entreprise, le genre qui s'habille comme des stagiaires de cabinet d'avocats et n'élève jamais la voix. L'un avait une oreillette, l'autre tenait une tablette. « M. Croft, » a dit le plus grand, « vous avez un rendez-vous pour un débriefing de départ. Nous allons vous escorter à l'étage pour récupérer vos effets personnels. » Martin a cligné des yeux. « J'ai encore des appels aujourd'hui. » Le plus grand n'a pas bronché. Le calendrier a été mis à jour. Il a ri à nouveau. Le son était creux, presque désespéré. Est-ce vraiment nécessaire? Le plus petit a finalement parlé. Monsieur, nous avons tous les deux des familles à nourrir. Ça a atterri comme une gifle. Ils ont pris l'ascenseur en silence. Il n'a pas parlé. Eux non plus. Les étages défilaient comme des pages arrachées à un calendrier. Lorsqu'ils ont atteint la suite exécutive, les portes se sont ouvertes sur un couloir si silencieux qu'il aurait pu être abandonné. Le bureau de son assistante était vide. Pas de manteau, pas de tasse de café, juste une pile de dossiers en manille et un mot. Parti à 12h30. Bonne chance. Dans son bureau, les étagères étaient nues. Quelqu'un avait déjà emballé ses récompenses. Les photos de ses enfants. La lettre signée à la main du directeur financier qu'il avait un jour encadré comme un diplôme. Tout cela réduit à une boîte d'archives étiquetée « Propriété de Monsieur Croft ». Il a fixé le bureau pendant un long moment. Puis il s'est approché, a pris la boîte et s'est retourné vers les 2 hommes qui attendaient juste devant la porte. « Puis-je au moins dire au revoir à mon équipe ?» Le grand n'a pas scié. Ils ont reçu l'ordre de ne pas se rassembler. Il a porté la boîte dans le couloir, passant devant des bureaux vitrés qui semblaient maintenant plus grands, plus froids et inconnus. Les visages se sont détournés. Certains ont fait semblant d'être occupés. Quelques-uns ont regardé, aucun avec pitié, juste de la curiosité. Le genre que les gens réservent aux accidents de train qui n'impliquent pas de sang. Au moment où ils ont atteint l'ascenseur, sa boîte était plus lourde qu'elle n'aurait dû l'être. Les portes se sont ouvertes. Il est entré. Ils ne l'ont pas suivi. Juste avant que les portes ne se referment, Martin s'est retourné et a aperçu un dernier détail. La nouvelle plaque nominative de Karen. Elle n'était pas là ce matin. Maintenant, elle était gravée dans de l'acier brossé et montée en plein centre à l'extérieur du bureau du PDG. Pas de titre, juste son nom. Comme pour dire, personne d'autre n'est nécessaire. Les portes se sont fermées. Dehors, Rachel était assise dans sa voiture, agrippant le volant avec des jointures blanches. Elle n'avait pas démarré le moteur. Son téléphone était posé sur le siège passager. Elle s'attendait à ce qu'il vibre. Un appel de Martin, du service juridique, de quelqu'un. Rien. Le silence s'étirait, long et épais. Elle a baissé les yeux et a remarqué quelque chose d'étrange. Son badge d'entreprise Cowage, accroché à son sac à main comme toujours, n'avait plus sa puce RFID, décollée délibérément. Elle ne l'avait même pas remarqué. Le système, si. Et maintenant, il l'avait effacé. Rachel est entrée dans la maison comme une femme s'attendant à une bagarre. Les épaules tendues, la mâchoire serrée, ses talons claqués contre le carrelage comme des signes de ponctuation dans un discours qu'elle n'avait pas répété. La porte d'entrée s'est refermée derrière elle avec une finalité qui l'a fait tressaillir. Mais le silence qui a suivi était pire. Pas de chien qui aboie, pas de bourdonnement de SPN depuis le salon, pas de légère odeur de café persistante dans l'air, juste l'immobilité. Elle est restée dans le vestibule un instant de trop, laissant ses yeux s'habituer à la pénombre. Dehors, le soleil était haut et cruel. À l'intérieur, les stores étaient baissés. Une fine couche de poussière s'accrochait à la console près de la porte, celle qu'il essuyait toujours sans qu'on le lui demande. La poignée de sa valise a grincé alors qu'elle la faisait rouler devant l'entrée, à travers le couloir, et vers la cuisine. Elle n'avait même pas réalisé qu'elle l'avait faite elle-même au Sherwood ce matin-là. À moitié endormie, à moitié hébétée.
Elle y avait jeté des choses entre les appels téléphoniques paniqués de Martin et son propre calendrier qui se désagrégeait. La cuisine était propre, pas une propreté de vie, une propreté préparée. Elle l'a remarqué instantanément. Le comptoir était nu. La bande magnétique qui tenait habituellement ses couteaux, vide. Le tiroir qui avait l'habitude de coincer légèrement à gauche, lisse maintenant. Il l'avait huilé. Ou peut-être qu'il avait simplement tout enlevé. Et puis elle l'a vu. Une feuille de papier imprimée, épinglée sous une salière en céramique sur le réfrigérateur. Le logo du Sherwood en haut. Chambre 1803. Date, heure, nom du client, Martin Croft. Note sur l'occupant, arrivée tardive. Invité supplémentaire attendu. Veuillez préparer le champagne. C'était la confirmation de la réservation. Il l'avait imprimée. Au dos, de son écriture, si nette, si délibérée, si douloureusement lui. Une seule phrase. Je croyais en toi. Elle sentit son genou fléchir. Pas s'effondrer. Juste céder légèrement. Comme les fondations de quelque chose de vieux. Réalisant enfin qu'il ne peut plus supporter le poids. Elle a arraché la note de sous la salière avec des doigts tremblants. L'a tenue comme si elle pouvait se dissoudre. L'a lue encore et encore. Ce n'était pas de la colère. Ce n'était pas cruel. C'est ce qui l'a anéanti. C'était honnête. Ce qui le rendait permanent. Elle a laissé tomber sa valise dans le couloir et s'est précipitée à l'étage. La porte de la chambre était ouverte. Trop ouverte, comme si elle avait été laissée ainsi exprès. Le placard était vidé, pas de manière désordonnée et dramatique. Il avait fait ses valises avec soin. Les cintres étaient espacés uniformément. La rangée de cravates qu'il avait toujours gardée triée par couleur avait disparu, mais les crochets restaient. Son eau de Cologne, celle pour laquelle elle le taquinait de trop en mettre, manquait sur la commode. Le tiroir où il gardait sa montre et sa bague, vide, même pas de poussière. Elle a ouvert le tiroir de la table de chevet et n'a trouvé qu'une seule chose, une photo. C'était de leur 10e anniversaire. Ils souriaient tous les deux, tenant des verres de vin rouge. Elle paraissait plus jeune. Il avait l'air pareil, stable, présent. Elle avait oublié que cette photo existait. Elle s'est assise sur le bord du lit et l'a regardé. Pendant combien de temps? Elle ne le savait pas. Finalement, elle est allée dans la salle de bain. Sa brosse à dents, partie. Son rasoir, parti. Le mug qu'il utilisait pour garder ses lentilles, parti. Seules ses affaires restaient, alignées en rangées suffisantes et imperturbables. La maison n'était pas vide. Elle était seule. De retour en bas. Elle a traversé chaque pièce comme si elle cherchait quelque chose contre quoi être en colère. Une égratignure sur le sol, une assiette cassée, un tiroir laissé entrouvert. Il n'y avait rien, pas de dégâts, pas d'explosion, juste l'absence. Les clés étaient sur le comptoir, pas jetées, pas cachées, posées. À côté d'elle, une petite enveloppe, son nom dessus. À l'intérieur, une clé USB. Elle l'a branchée sur son ordinateur portable. Un dossier s'est ouvert, pour les archives. Des dizaines de PDF, des scans de relevés, des captures d'écran de calendrier, des journaux de texte, tous étiquetés avec des eurodatages, tout ce dont Martin aurait besoin pour se protéger au tribunal si cela en venait là. Elle a fait défiler jusqu'à atteindre un dernier fichier. Menu préparé pour le dîner d'anniversaire. PDF. Son souffle s'est coupé. C'était un document de 2 pages. Recettes, notes, une liste de courses en haut. 20e, sa soirée préférée. Il l'avait planifié. Chaque détail, le steak saisi, les asperges au citron, la bouteille du Bordeaux qu'ils avaient partagée lors de leur lune de miel. Il y avait même une note adhésive scannée étiquetée et mettre la playlist sur la piste 4, Still Your. Elle a fermé l'ordinateur portable. Maintenant, elle pleurait, pas fort, pas en sanglotant, juste des larmes qui coulaient. Ce n'était pas l'infidélité. Ce n'était même pas l'implosion de sa carrière. C'était qu'elle avait été choisie une fois. Silencieusement, profondément, sans cérémonie, et elle avait tout jeté pour un homme qui lui envoyait des textos au thé dispo comme une mauvaise blague. Elle s'est assise sur le sol de la cuisine, les jambes pliées maladroitement sous elle et a regardé le réfrigérateur.
Cette satanée note. Je croyais en toi. Pas je t'aimais, pas tu me manques. Croyais, au passé, terminé. Et maintenant il n'y avait personne à qui s'expliquer, pas même lui. La salle de conférence du 22e étage n'était pas souvent utilisée. Trop élégante, trop clinique, pas de chaleur, juste des murs de verre, des chaises noires mates et une table circulaire qui ne mettait personne vraiment à l'aise, ce qui, bien sûr, était le but. À 8h59, chaque membre du conseil d'administration était déjà assis. Verre d'eau intact, ordinateurs portables ouverts, mais rien de tapé. Pas de bavardage. Une seule personne manquait encore. À 9h précises, les portes se sont ouvertes. Martin est entré, portant le mauvais costume, un truc démodé qui lui allait quand il avait encore un avenir. Sa cravate était de travers, son visage marbré d'une sueur froide. Il a adressé un sourire crispé à personne en particulier et s'est dirigé vers le siège vacant en face de Karen. Elle ne l'a pas regardé, a juste tourné une page dans son porte-documents en cuir et a tapoté la table une fois avec son stylo. Cette audience, a-t-elle commencé, la voix stable, et enregistrée en vertu de l'article 3.1 de la politique de gouvernance interne de l'entreprise. Sont présents tous les membres votants du Conseil. L'ordre du jour a été distribué à l'avance. Martin s'est raclé la gorge. Avant de commencer, j'aimerais. Karen n'a pas levé les yeux. Vous aurez le temps de parler. Après la présentation des faits. Silence. Elle a fait un geste au conseiller juridique général qui a commencé à lire une déclaration imprimée. Dans l'affaire de Martin Croft, vice-président senior de la stratégie, les infractions suivantes ont été corroborées. Violation de la clause d'éthique, non-divulgation d'une relation amoureuse avec une subordonnée directe, mauvaise utilisation des ressources de voyage de l'entreprise et suspicion de falsification des notes de frais relatives à des hébergements hôteliers non liés aux affaires. Martin a de nouveau ouvert la bouche. Nous sommes des adultes consentants. Cela n'affecte pas la performance. Karen a finalement levé les yeux. Ses yeux ne se sont pas enflammés. Ils ne se sont pas adoucis. Ils ont mis fin à la conversation. Elle a pris un mince classeur dans son porte-documents, l'a ouvert à une page surlignée et l'a légèrement soulevé pour que le conseil puisse voir. Section 14, clause 3, a-t-elle dit. Les relations amoureuses non divulguées avec des subordonnés sont des motifs de licenciement immédiat, en particulier lorsqu'elles impliquent une mauvaise utilisation des ressources de l'entreprise. Personne n'a répondu. Personne n'en avait besoin. Le langage était le leur. C'était le sien aussi. Il avait aidé à rédiger le manuel de l'employé il y a 4 ans. Fier de lui, même. Il avait même dit que cela rendrait l'entreprise à l'épreuve des mines antipersonnelles émotionnelles. Karen n'a pas détourné le regard. Vous avez soumis 4 notes de frais de voyage ce trimestre. Toutes les 4 concernaient des séjours au Sherwood facturés sous le prétexte de préparation client. Aucun de ces clients n'a signalé de livrable pendant ces périodes. La voix de Martin s'est brisée. Vous allez me virer pour ça, après tout ce que j'ai construit ici? Karen n'a pas bronché. Non, Martin. Nous te virons pour ce que tu as détruit. Elle s'est tournée vers le reste du conseil. Tous en faveur d'un licenciement immédiat conformément à la section 14, clause 3. Les mains se sont levées à l'unisson. 7. Karen n'a pas voté. Elle n'en avait pas besoin. Motion adoptée. Avec effet immédiat, l'emploi de Martin Croft est terminé. Son indemnité de départ est annulée en raison d'une rupture de contrat. Le service juridique émettra la documentation formelle avant la fin de la journée. Martin n'a pas bougé. N'a pas parlé, et juste resté assis. Karen a tourné une page. Point suivant, a-t-elle dit sans pause. Rachel Feldman. Un autre silence. Mais celui-ci était différent. Plus épais. Mal à l'aise. Elle a continué. Directrice associée de la stratégie. Subordonnée directe de Monsieur Croft. Bénéficiaire de multiples primes discrétionnaires, d'hébergement de voyage et de contrats de consultant tiers, tous liés à des processus d'appel d'offres non concurrentiels. Un membre du conseil, plus silencieux que les autres, a demandé, a-t-il des preuves d'intention? Karen a haussé un sourcil. Elle était présente dans la suite 1803. C'était tout. Un autre vote. Encore une fois,
7-0. Le nom de Rachel a été rayé de la liste des employés avant même la fin de la réunion. Karen n'a pas jubilé, n'a pas fait de monologue. Elle a simplement fermé son classeur et s'est levée. La réunion est levée. Le service juridique préparera des déclarations pour distribution interne. Elle a quitté la pièce avant que Martin puisse trouver ses mots. Il est resté derrière, fixant le centre de la table. Le verre était si poli qu'il pouvait voir son propre reflet. Il ne se ressemblait pas. Il ressemblait à quelqu'un qui pensait que les règles étaient facultatives, que le pouvoir était permanent et que les secrets étaient en sécurité. Mais dans cette pièce, à cette place, il ne restait plus de secrets. Seulement des conséquences, et pas une seule personne n'avait élevé la voix. L'enveloppe a été livrée en main propre. Pas de coup à la porte, pas de sonnette, juste un bruit sourd en glissant à travers la fente à lettres en laiton de la porte d'entrée. Rachel ne s'est pas précipitée pour l'ouvrir. Elle a vu l'enveloppe sur le carrelage depuis la cuisine et s'est figée. Tasse de café à mi-chemin de ses lèvres. L'adresse de l'expéditeur était familière. Winter Sendold LLP, un cabinet boutique qu'ils avaient visité une fois ensemble des années auparavant, quand ils étaient juste prudents. À l'époque, c'était théorique, une technicité, une note de bas de page dans une vie longue et prévisible. Maintenant, c'était un scalpel. Elle a fixé l'enveloppe pendant une minute entière avant de s'approcher et de la ramasser. Elle était lourde, trop lourde pour de simples papiers. Le poids a fait transpirer ses paumes. Elle l'a ouverte sur le comptoir. Des documents soigneusement empilés. Du papier impeccable et cher. Chaque section séparée par des onglets colorés. Requête, état des actifs, addenda, et près du haut, différents irréconciliables. Cette phrase encore, si stérile, si ordonnée. Mais c'est le paquet à l'arrière qui l'a brisé. Une pince à reliure noire brillante tenait ensemble plusieurs reçus imprimés en couleur. Hôtel Sherwood, Renaissance Suite, un bistrot étrangement cher dans le quartier des Arts dont elle se souvenait s'être moquée il y a tout juste 2 semaines. Chaque reçu avait un titre, une date, une heure et un coût. Chacun était étiqueté avec une police de caractère net. Séance de stratégie 1 minute, séance de stratégie 2 minutes, séance de stratégie 3 minutes, et ainsi de suite. Il y en avait 8 au total. Tout à la fin, une autre note, juste une ligne, manuscrite de son écriture distincte. Merci pour ta constance. Elle a reculé d'un pas comme si le comptoir avait fait une embardée. Il n'avait pas fait de réclamation sur ses économies. Il n'avait pas demandé de pension alimentaire, même pas la moitié de la maison, juste ce que le contrat de mariage autorisait. Ni plus, ni moins. C'était pire que la fureur. C'était de la précision. Et puis elle a vu la note adhésive attachée à la page de signature. Une écriture différente cette fois. Plus nette, angulaire. Karen. Nous examinerons également votre implication dans le renouvellement de nos contrats fournisseurs. Veuillez conserver toutes les communications. Les genoux de Rachel ont presque flanché. C'est la partie qu'il a finalement achevée. Ce n'était pas fini. Il ne s'agissait pas seulement d'un mariage, d'une liaison ou d'une romance à moitié cuite au Sherwood. C'était systémique. Un audit à grande échelle de tout ce qu'elle avait touché au cours des 2 dernières années. Chaque accord qu'elle pensait avoir réussi à faire passer. Chaque approbation accélérée qu'elle pensait que personne n'avait remarqué. Chaque fois qu'elle avait dit et Martin a dit que c'était bon et avait transmis la facture. Il tirait sur le fil, et c'était son fil. Elle a appelé Martin, directement sur la messagerie vocale. Elle a texté, « As-tu reçu quelque chose ?» Pas de réponse. 10 minutes plus tard, Karen m'a envoyé une note. Elle s'attaque à tout. Toujours rien. Elle a pensé à appeler Karen directement, juste pour demander, supplier peut-être. Mais alors quoi? Que pourrait-elle dire? Qu'elle était désolée? Que ce n'était pas vraiment pour gravir les échelons, juste pour se perdre? Qu'elle regrettait l'homme qui fredonnait en pliant le linge? L'homme qui notait les noms de chaque fleur de ses bouquets d'anniversaire pour pouvoir avoir les mêmes l'année suivante? L'homme qui avait maintenant réduit toute sa carrière, son mariage et ses mensonges à une série d'onglets et de notes de bas de page et qui avait fait en sorte que ça tienne. Elle s'est assise à la table de la cuisine. La même où elle avait ri un jour de sa paranoïa avec les documents. La même table où il disposait ses reçus en rangées ordonnées après ses voyages d'affaires.
Elle le taquinait pour ça. Maintenant, elle comprenait. De l'autre côté de la pièce, le réfrigérateur avait toujours la salière posée là où elle était le jour où elle était rentrée à la maison pour ne rien trouver. Elle ne l'avait pas déplacé. Ne pouvait pas. Elle a pris un stylo pour signer les documents, puis s'est arrêtée. Il y avait un dernier onglet qu'elle n'avait pas encore ouvert. Elle l'a retourné. Une seule feuille. Confirmation de réaffectation des actifs. Le titre de la maison, la voiture, le compte joint, tout lui avait déjà été transféré. Pas de tribunal, pas de discussion, juste une procédure effectuée. Il n'avait pas attendu qu'elle soit d'accord parce qu'il n'en avait pas besoin. C'était déjà fini avant l'arrivée des papiers. Et maintenant, elle comprenait enfin toute l'étendue de ce qu'elle avait démantelé. Pas seulement un mariage, un emploi ou un week-end de mauvais choix. Elle avait brûlé tout le système qu'il avait discrètement soutenu pendant 2 décennies. Et maintenant, il avait disparu. Tout ce qui restait, c'était du papier, signé, scellé, classé. C'était presque exactement un mois jour pour jour. Rachel ne dormait pas beaucoup. Les matins se fondaient dans les après-midi. Les nuits s'étiraient, longues et fines, et éclairées par la lueur pâle de son ordinateur portable et le confort vide de la télévision en sourdine. Elle n'avait pas quitté la maison depuis 3 jours. Il n'y avait aucune raison de le faire. Pas de travail où aller, pas de boîte de réception à rafraîchir, juste des factures à ignorer et des candidatures à abandonner à mi-chemin, s'arrêtant toujours à la ligne qui demandait des références qu'elle ne pouvait plus nommer. Le silence était devenu bruyant. Elle consultait toujours LinkedIn chaque matin. Réflexe, peut-être une sorte de routine masochiste. Elle se disait qu'elle se tenait au courant des évolutions du secteur. La vérité était plus laide. Elle cherchait des fissures dans les fondations qu'elle avait aidé à briser, espérant, priant que quelqu'un d'autre soit tombé aussi, que quelqu'un dise son nom, même avec dégoût. Que quelqu'un se souvienne qu'elle existait. Au lieu de cela, le fil d'actualité était le même que d'habitude. Promotion, anniversaire de travail, conférences auxquelles elle n'avait pas été invitée. Citation de motivation de personnes qui n'avaient jamais passé 2 heures à pratiquer une fausse sincérité devant un miroir de la suite du Sherwood. Puis est venue la publication. Elle l'a laissé bouche bée. Karen Croft, présidente de Cowash Solutions, n'était pas connue pour son contenu personnel. Elle publiait à peine. Pas de photos d'anniversaire, pas de conférences avec des polos assortis. Sa dernière mise à jour avait été un lien vers la politique de l'entreprise et une note sur la conformité en matière de cybersécurité. Mais ceci, c'était différent. C'était une photo, une image simple et bien éclairée. Karen se tenant au centre, vêtue d'un blazer sombre. D'un côté, son fils et sa fille habillés de manière décontractée, les bras passés autour d'elle comme le font les enfants quand ils vous font encore entièrement confiance. De l'autre côté, lui. Rachel a cligné des yeux 2 fois. C'était indubitable. Son ex-mari, debout à côté de Karen, pas maladroitement, pas comme un étranger. Il n'était pas un invité dans le cadre. Il y avait sa place. Il se tenait droit, calme, son expression stable, pas suffisant, pas triomphant, résolu. Sa main reposait doucement sur l'épaule de la fille. Le fils souriait. Et puis la légende, les partenariats solides sont bâtis sur la vérité. Merci de nous avoir soutenus quand cela comptait. Rien d'autre, pas de tag, pas de hashtag, pas de lieu. Il n'en fallait pas plus. Rachel a fixé l'image jusqu'à ce que ses yeux commencent à piquer. Sa main planait au-dessus de la souris, incertaine de faire défiler vers le bas ou de fermer la fenêtre. Elle ne savait pas ce qui serait pire. Voir les commentaires pleins d'éloges ou ne voir personne le remettre en question, juste l'acceptation, juste le silence, juste la vie qui continue sans elle. Sa main est finalement tombée sur ses genoux. Elle s'est adossée à la chaise, l'écran de l'ordinateur portable toujours brillant. La pièce autour d'elle était sombre. La même bougie était sur le comptoir, à moitié brûlée, poussiéreuse. Elle n'y avait pas touché depuis cette nuit-là. Ne pouvait pas. Il y avait encore 2 cartons de déménagement près des escaliers étiquetés Martin Bureau. Elle ne les avait pas déballés. Ils ne lui appartenaient pas, mais il ne les avait pas emportés non plus. Peut-être qu'il savait qu'elle ne pourrait pas les jeter. Ou peut-être qu'il ne s'en souciait plus. Elle se demandait ce qui s'était passé pendant ce mois qu'elle n'avait pas pu voir.
Karen lui avait-elle offert un rôle? En tant que quoi? Conseiller, consultant, partenaire. Était-ce ce que la publication signifiait? Ou peut-être que c'était juste un message? Pas au monde, à elle. Il a choisi. Il n'a pas seulement survécu aux retombées. Il s'est réaligné. Il est retombé sur ses pieds, calmement, tranquillement, avec les personnes qui comptaient. Et pas avec la femme qui avait passé 20 ans à s'imaginer irremplaçable. Rachel a fermé l'ordinateur portable, s'est levée lentement, s'est dirigée vers la cuisine. Elle n'a pas pleuré. Il n'y avait plus rien à expulser. Pas de colère, pas de déni, juste la douleur sourde d'avoir été effacée d'une histoire qui avait été la sienne. Elle a regardé autour de la maison. Le calme semblait permanent maintenant. Pas comme une pause, comme un verdict. L'homme était parti. L'entreprise était partie. La réputation était partie. L'avenir réécrit par quelqu'un d'autre.